Il est 19h, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV. Voici les titres. Les autorités maliennes ont décidé de retirer le projet de loi portant création de la police territoriale issu du processus d'Alger. L'armée malienne, dans sa montée en puissance, a neutralisé une trentaine de terroristes, dont le chef terroriste Sagado Ago Abala. En Guinée-Conakry, 146 migrants volontaires ont été rapatriés par l'OIM en provenance du Niger. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué de la Direction générale des impôts. Le directeur général des impôts informe le public en général, les propriétaires de véhicules et de motos en particulier, que la Direction générale des impôts n'est pas associée aux informations qui circulent sur la possibilité de vente de biens auto et moto par voie électronique. À ce jour, aucun paiement en ligne des vignettes auto et moto n'est autorisé. Par conséquent, le directeur général des impôts invite les contribuables à se présenter au point habituel de vente des vignettes pour acquérir celle de 2022. Le directeur général des impôts rappelle aux usagers que la date butoir d'acquisition des vignettes ordinaires et des taxes sur les transports routiers reste fixée au 31 mars 2022. Introduit pour examen au CNT en session extraordinaire, le projet de loi portant création de la police territoriale sera retiré par les autorités de la transition. À titre de rappel, ce projet de loi se trouve dans l'accord issu du processus d'Alger. Les autorités maliennes affirment mettre tout en œuvre pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Suivant les explications du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, sur les images de l'ORTM. Ce ne sont pas les autorités de la transition qui sont à l'initiative du projet de loi sur la police territoriale. Toutefois, nous comprenons également qu'il s'agit d'une initiative qui s'inscrit en droite ligne de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Je pense qu'il est très important de le rappeler. Toutefois, l'État étant une continuité, vous savez, les autorités de la transition, le gouvernement et les CNT ne pouvaient faire l'impasse sur ce projet de loi à partir du moment où il a été adopté en Conseil des ministres. Et pour les autorités de la transition, le souci de cette prise en compte et d'assurer la continuité de l'État est bien réel. Alors, Monsieur le ministre, la police territoriale, une matière de la décentralisation, les Maliens se posent beaucoup de questions aujourd'hui par rapport à son utilité pour le cas précis du Mali. Pouvez-vous nous dire l'utilité de la police territoriale pour le Mali aujourd'hui? Renforcer la lutte contre l'insécurité en créant un dispositif sécuritaire sous la tutelle des autorités décentralisées. Cette police a pour mission de prévenir et de maintenir l'ordre public, la salubrité, l'hygiène publique. Nous comprenons les inquiétudes des populations maliennes. Le fait d'avoir des observations sur un projet de texte n'empêche nullement son examen par l'organe législatif. Dans notre cas, c'est le Conseil national de transition. Pour plus de sérénité, le gouvernement a décidé de retirer, à travers l'adoption des nouveaux décrets, le projet de loi sur la police territoriale, en tout cas des textes qui doivent être examinés par le CNT durant cette session extraordinaire. Il y a beaucoup d'informations qui fusent aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur cette question de police territoriale. Quel appel avez-vous à lancer à ces Maliens qui s'inquiètent pour les rassurer davantage? Je voudrais juste dire qu'il est très important que nous fassions la promotion
disons, de la tranquillité. Les autorités de la transition n'ont aucune intention de s'associer à une quelconque action de partition de notre patrie. Je pense que c'est pour justement apaiser les esprits que le gouvernement a décidé de retirer le projet de loi sur la police territoriale. Je voudrais également saisir cette opportunité pour dire que le seul objectif du gouvernement, des autorités de la transition, est d'assurer la sécurité des Maliens en les mettant à l'abri des besoins et de la peur. Jugez-en vous-même les résultats spectaculaires engrangés dans la lutte contre le terrorisme. On peut également mentionner l'amélioration des conditions de vie des populations maliennes. Donc j'invite certains leaders d'opinion, certains médias, avant de diffuser des informations, à prendre plus de précautions. Vous savez, la désinformation, la propagation de fausses informations ou l'intoxication, malheureusement, nuisent, vous savez, à cette sérénité et cette tranquillité publique. Je tiens à indiquer que toutes les structures gouvernementales sont à leur disposition pour leur fournir des informations crédibles sur toutes les questions d'intérêt national. Toujours dans ces opérations de traque des groupes terroristes, l'armée malienne a libéré les villages de Marebougou dans le cercle de Djéné et Farabougou dans le cercle de Nyono. Ces deux villages étaient sous l'emprise des terroristes depuis plusieurs mois. Les forces armées maliennes ont également apporté des vivres aux habitants des 10 villages. Soumo Yatara nous donne plus de détails. Chaque jour, l'armée malienne prouve sa montée en puissance. Au-delà de la neutralisation des terroristes par dizaines, l'armée malienne récupère en longueur de journée les zones dominées par les forces du Mala. Ses récentes œuvres, c'est la libération de 2 villages à Marebougou dans les cercles de Djéné et Farabougou dans les cercles de Nyono, tous sous embargo des terroristes depuis des mois. En effet, c'est le mardi dernier que le village de Marebougou a été libéré par les FAMA aux alentours de 18 h. C'est en tout cas ce qui nous a été rapporté par une source locale. L'armée malienne est venue ici le mardi vers le crépuscule. À leur arrivée, ils ont dégagé tous les terroristes qui entouraient le village. Ils ont tué plusieurs terroristes. Ceux qui ont échappé à la mort ont fui, a confié une source à Marebougou. Selon ces derniers, l'armée malienne a redonné le sourire aux populations de ces villages qui ont été privés de tout mouvement durant des mois. Les militaires qui étaient venus à Marebougou sont braves. On est fiers à les voir même, précise la même source qui ajoute que les femmes, en plus de la libération du village, ont apporté des vivres aux populations. À titre de rappel, les habitants de ces villages manquaient de tout et avaient sollicité auprès des autorités des vivres, ce qui a été fait la semaine dernière par les femmes. Le village de Farabougou, situé à quelques dizaines de kilomètres de Nyono, a été mis sous embargo par les terroristes qui ont miné la localité, détruit des ponts. Les populations, en plus d'être privées des mouvements, sont exposées à la famine. Mais les femmes leur ont donné le sourire en fin de la semaine dernière. Elles ont libéré le village. Ce n'est pas tout, elles ont aussi apporté des vivres aux habitants. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, grâce à ses efforts de lutte contre la délinquance financière, contribue fortement au budget de l'État malien. En effet, la dite structure a pu récupérer des milliards de francs CFA pour le compte de l'État. C'est ce que affirment certaines sources dans le milieu des structures de contrôle des finances publiques de l'État. Abdou Ouattara. Au moment où l'équipe de l'Okulei, avec à sa tête le haut magistrat Moumini Guindo, s'active au four et au moulin pour publier dans les prochains mois son rapport 2021, des confidences émanant des hautes autorités font état d'une satisfaction totale du bilan de cette structure phare de traque de la corruption et de l'enrichissement induit, lesquelles confidences sont confirmées par des experts des finances publiques et des structures de contrôle de l'État et par des experts internationaux. L'activité de l'Okulei est admirable et nous nous inspirons de ses performances, a récemment confié en marge d'un colloque international sur la corruption les auditeurs financiers du Togo, membres du Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et infractions assimilées. Même son de clocher des experts burkinabés et l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption.
Ce satisfecit est confirmé par les experts nationaux, dont des comptables et hauts des structures de contrôle de l'État malien. Il assure que grâce aux actions de l'OCLEI, une partie non négligeable des deniers publics détournés sont récupérés, soit plusieurs milliards de francs CFA recouvrés. Comme on le voit, sans nécessairement faire les gendarmes contre la cupidité maladive qui envahit des agents publics, l'Office de lutte contre l'enrichissement illicite travaille méticuleusement sans bruit pour traquer les présumés auteurs d'indélicatesse par rapport aux biens publics. Rappelons que c'est l'ordonnance numéro 2015-032 du 23 septembre 2015 portant création de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite qui lui sert de fondement juridique. Ces textes et son décret d'application exigent à l'OCLEI de produire chaque année un rapport d'activité et un rapport d'évaluation des activités liées à la prévention et à la répression de l'enrichissement illicite au Mali. Ces rapports sont adressés au président de la République actuellement. L'OCLEI prépare. Ces rapports sont adressés au président de la République. Actuellement, l'OCLEI prépare activement la publication de son rapport pour l'année 2021. Celui-ci, selon certaines indiscrétions, doit mettre en lumière certains cas d'enrichissement illicite concernant des hauts cadres de l'État, dont des ministres et des élus. En définitive, malgré l'adversité et les incompréhensions qu'il endure avec abnégation, l'équipe dynamique de Dr Moumine Guindo travaille d'arrache-pied pour freiner sensiblement la tendance à l'avidité au détriment des ressources publiques. Dans le cadre de l'opération Maliko, l'armée malienne a neutralisé une trentaine de terroristes. Le chef d'état-major informe dans un communiqué que cette opération a permis l'arrestation d'un chef terroriste, Sagado Ago Abala, alias Sidi Ago Agate. L'homme était un expert dans la fabrication des explosifs, précise les communiqués, qui fait aussi état de plus de 400 cartouches et d'autres engins récupérés. Suivons les commentaires. Dans cette nouvelle opération Maliko, l'armée malienne a mené des patrouilles et de ratissage à travers le pays. Selon le communiqué du chef d'état-major général des armées, une opération conjointe aux FAMA et Force Takuba a permis de neutraliser 20 terroristes et 3 autres faits prisonniers. Lors de ces opérations conjointes, 14 pistolets, mitrailleurs, plus de 1000 cartouches et d'autres engins ont été saisis. Dans le centre du pays, l'armée dit mener une offensive militaire à Marebougou, Djéné, Kouakourou. Dans ce secteur, un leader terroriste du nom de Sagwako Ago Abala, alias Sidi Ago Agate, a été arrêté. Ce dernier est un expert dans la fabrication d'explosifs, souligne le communiqué. Au cours des combats, 3 autres terroristes ont été tués et des matériels saisis. Cette intervention a permis la libération de ces zones en faveur des populations. Par ailleurs, l'armée met aussi l'accent sur la récupération de 100 tonnes de céréales dans les refuges des terroristes. Elle représentait les AK imposés aux populations par les groupes terroristes. En marge de l'opération Maliko, le chef d'état-major général des armées rassure que les FAMA resteront fidèles à leur serment de sécurisation des personnes. Pendant ce temps, des analystes sécuritaires préconisent une meilleure implication des populations pour éviter la multiplication des bavures sur le théâtre des opérations militaires. Suivons l'actualité internationale. Au Bénin, après la mort mardi de plusieurs gardes forestiers dans le parc national W, le gouvernement fait le point sur les incidents meurtriers. En effet, Patrice Talon a réuni jeudi un conseil des ministres extraordinaire élargi à la haute hiérarchie militaire. Une première après un nouvel incident mortel enregistré toujours dans le parc W le jeudi, selon le gouvernement béninois, et un nouveau décompte des attaques de mardi ont alourdi le bilan. Il passe à 9 morts et 12 blessés soignés dans les hôpitaux. Le gouvernement salue la mémoire des victimes et demande de mettre en place des mesures de soutien aux familles de ceux qui pourraient arriver au sacrifice suprême. En dehors du soldat béninois, toutes les autres victimes travaillaient pour African Parks. L'ONG sud-africaine qui gère la partie béninoise du parc W a perdu du personnel civil, des gardes forestiers et un instructeur français ancien militaire en contrat. Sur l'origine des incidents, la version du gouvernement explique que les patrouilles de gardes forestiers sont tombées sur des engins explosifs improvisés allant débusquer des braconniers. La veille, African Parks évoquait une embuscade. Le compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire relate qu'une patrouille de reconnaissance a de nouveau été victime ce jeudi d'un engin explosif faisant une nouvelle victime, dont un agent de l'APN, portant ainsi le nombre d'engins explosés par mine artisanale à 3.
En Guinée-Conakry, 146 migrants volontaires rapatriés par l'OIM en provenance du Niger ont pu regagner leur pays grâce à un vol affrété par l'Organisation internationale des migrations. En tout, en ce mois de février, l'OIM organise 3 vols spéciaux pour les migrants qui ont tenté d'aller en Europe via la mer Méditerranée. Ce retour se fait sur la base du volontariat. Fraîchement rentrés en Guinée, ces 146 personnes ont la possibilité de se faire vacciner contre le Covid-19. Un fait nouveau est que ces migrants sont plus scolarisés qu'auparavant. Quelques jours après leur retour, ces migrants passent un entretien avec un agent de l'OIM qui les aide à se réinsérer dans la société. Plusieurs options s'offrent à eux. Reprendre les études, suivre une formation professionnelle ou bien monter une petite activité. Des projets qui sont soutenus par l'OIM. Un prochain vol de rapatriement de Guinée en provenance du Niger est prévu le 17 février. L'année dernière, l'Organisation internationale des migrations avait organisé le rapatriement de 4000 migrants guinéens. À Madagascar, 6 jours après le passage du cyclone tropical intense nommé Batsirai, qui a fait 94 morts et près de 120 000 sans-abri, certaines villes malgaches conservent encore les stigmates de la violence de cet épisode climatique extrême. À Mandjari, sur la côte est de l'île, le point d'impact de Batsirai, 90% des constructions ont été touchées. Un passage apocalyptique dans bien des quartiers où règne cependant une atmosphère étonnante. Ce qui marque en premier lieu, c'est l'absence de toiture sur près de 9 maisons sur 10. Les habitations en dur ont vu leur tôle arrachée. Pour ce qui est des maisons en falafa, c'est-à-dire construites à base de matériaux végétaux, quasiment aucune n'a résisté à la violence des vents. Dans les quartiers, des planches, des débris, des restes de maisons éventrées. De part et d'autre des rues, ce sont donc des immenses tas de débris qui s'amoncellent. La plage est elle aussi devenue une décharge où les habitants viennent déposer tous les matériaux rendus inutilisables. Vers 18 h le jeudi, 5% de la ville avait retrouvé la lumière. Le taux de couverture devrait s'améliorer ces prochains jours. Les activités économiques ont repris par nécessité évidemment. Sur les marchés, les femmes essaient de vendre le peu de stock qu'elles ont pu sauver. Les hommes s'attellent à retaper les maisons. L'humanitaire arrive au compte-gouttes et l'ambiance dans la ville est étrangement paisible. Les discussions diplomatiques restent au point mort entre l'Ukraine et la Russie après une rencontre ce jeudi à Berlin des conseillers présidentiels ukrainiens, russes, français et allemands dans le cadre du format Normandie. Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, a déclaré la nuit dernière que les négociations n'avaient abouti à aucun progrès, mais que les parties seraient amenées à se revoir dans les semaines à venir. Pendant ce temps, la pression militaire ne se relâche pas aux frontières ukrainiennes, et cette fois sur le flanc sud, dans les eaux de la mer Noire où les forces navales russes commencent des exercices militaires. Aux États-Unis, de son côté, le président Joe Biden invitait sur la chaîne NBC les Américains à quitter l'Ukraine maintenant, en raison de risques de dérapage du conflit. La situation peut vite s'emballer malgré les efforts diplomatiques des dernières semaines, selon Joe Biden. Les armées russes et biorusses ont entamé jeudi de grandes manœuvres au port de l'Ukraine, un déploiement de soldats qui a été immédiatement qualifié par la présidence ukrainienne de moyens de pression psychologique employés par Moscou, qui a par ailleurs massé depuis novembre plus de 100 000 soldats près de sa frontière avec l'Ukraine. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Niata TV.